Je suis légion ou la descente dans les abysses de l'âme humaine. Au commencement était le Verbe. Si l'homme est le Verbe, c'est-à-dire la capacité verbalisée de dire je suis celui qui est, et par là de se concevoir par le Verbe, et de se projeter spirituellement dans le temps, l'homme est aussi cette formidable puissance d'analyse qui découle directement du Verbe et qui a donc complexifié l'esprit humain jusqu'à le scinder en deux entités bien distinctes qu'il est en général difficile au premier abord de percevoir et d'identifier. Par l'acquisition des notions de temps dans son langage, découlant directement de la bipédie qui avait libéré ses membres antérieurs de la locomotion, transformant ceux-ci en bras capables par le pointage d'indiquer des directions, notre ancêtre s'est extrait du présent dans lequel sa communication était bloquée. En indiquant avec ses mains d'où il venait, c'est-à-dire derrière lui le passé, et où il irait, c'est-à-dire devant lui le futur, notre ancêtre pouvait en groupe commencer à organiser des actions préméditées. Aussi, encore plus fantastique en rajoutant des sons différents sur ces deux gestes pour ensuite ne conserver que ces sons qui y étaient associés, notre ancêtre se retrouvait avec des notions de temps dans son langage sonore, devenant par ceci le seul animal capable de dire je suis, j'étais et je serai, capable de parler d'un passé mémoriel ou d'un futur hypothétique, capable d'envisager par le verbe l'avenir et devenant par ce verbe si fondamental l'homme, car l'homme c'est le verbe. Le verbe, cette capacité propre à l'homme de communiquer sur des actions passées et futures, lui donne aussi, associé aux mots, qui sont des compressions de données sensorielles en son, la possibilité face à des événements de réfléchir extrêmement rapidement et ainsi de choisir en se parlant dans sa tête entre plusieurs propositions que l'esprit se formule. Grâce aux notions de temps et aux mots dans son langage, l'homme est devenu capable de penser rapidement et d'analyser le monde pour le conquérir et le maîtriser. Mais cette analyse ne peut se faire que par l'instauration d'un dialogue interne entre la thèse et l'antithèse, permettant d'opposer plusieurs futurs possibles et ainsi de permettre à l'esprit réuni de choisir la solution qui lui paraît la plus appropriée pour éviter un danger ou sauter sur une opportunité. Cette thèse et antithèse verbalisées par l'esprit pour générer une analyse entraînent à la longue dans l'esprit confronté au monde deux personnalités plus ou moins marquées qui, chez les hommes équilibrés, restent complémentaires, mais qui pour diverses raisons peuvent chez certaines personnes se désunir dans leur analyse du monde jusqu'à voir l'une d'elles prendre le dessus pour éliminer presque totalement la seconde. La plupart des troubles psychiatriques de la personnalité, comme la schizophrénie, la bipolarité, les personnalités multiples ou même les cas de possession, viennent en fait le plus souvent d'une disharmonie entre ces deux personnalités si fondamentales à l'analyse du monde que sont la thèse et l'antithèse. Plus impressionnant encore, si nous nous construisons en être réfléchis avec la thèse et l'antithèse, au cours de notre évolution individuelle et de notre éducation, nous intégrons à notre être une multitude de personnalités qui finiront par nous construire et qui feront de nous l'être unique que nous sommes. Ainsi, nous intégrons en nous l'exemple de nos parents, de nos proches, des individus que nous avons admirés ou qui nous ont impressionnés, comme de grands chefs de guerre, des politiques, des penseurs, des philosophes, des héros mythiques, des personnages de fiction ou encore des prophètes. Autant de personnalités que nous sortons comme des jokers pour réagir par mimétisme à certaines situations. C'est cette personnalité multiple humaine qui rend l'homme si performant dans l'analyse et la conquête du monde, mais à l'image des berlines allemandes qui le rend aussi si fragile par sa complexité. Ainsi, à la suite de traumatismes émotionnels ou physiques, d'ingestion de drogue, de pollution chimique, de problèmes génétiques ou congénitaux, d'une dégénérescence du cerveau due à l'âge, ou tout simplement de l'éducation, cette unité de l'esprit qui forme la personnalité peut se scinder en deux êtres distincts se succédant d'une façon pathologique, comme dans le roman Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Ou en une multitude, comme dans les évangiles où Jésus guérit un homme possédé d'une multitude de démons qui ne sont en réalité que la fragmentation maladive des êtres qui le constituaient et qu'il avait généré par sa confrontation au monde et son éducation, multitude qui dans la Bible porte le nom de légion. Légion démoniaque d'êtres souffrants ayant perdu leur unicité humaine d'individus en pleine santé mentale. Enfin, cette structure multiple, typiquement humaine et majoritairement bipolarisée, se retrouve dans notre perception religieuse du bien et du mal ou de l'ange et du démon qui s'affrontent et se succèdent en tout homme, mais d'où découle notre fantastique puissance d'analyse et de préméditation.
Le plus souvent, dans nos analyses précédant nos actions, nous effectuons inconsciemment un dialogue entre ces deux personnalités, la thèse et l'antithèse, l'ange et le démon. L'un étant l'entité altruiste et sociale faisant passer l'intérêt du groupe avant celui de l'individu. L'autre étant l'entité égoïste faisant passer son intérêt avant celui du groupe. Dans nos dialogues internes, ces deux personnages se succèdent pour trouver la meilleure solution à notre survie, qui est souvent un compromis humain entre l'être démoniaque et l'individu angélique. La voie du milieu, ou de la raison, est souvent la meilleure solution, car par ses actions, faire passer la survie du groupe avant la sienne entraîne l'affaiblissement de l'individu et à court terme sa mort. Et faire passer dans une démarche purement égoïste sa personne avant le groupe, même si dans un premier temps cela réussit à l'individu, l'affaiblissement ou la destruction du groupe qu'elle entraîne génère à plus ou moins long terme l'affaiblissement, l'isolement et parfois la mort de l'être égoïste, puisque l'homme étant l'animal social par excellence et le groupe étant le garant de sa survie, aucun homme ne peut survivre sans son intégration communautaire. L'homme est donc par son évolution spirituelle, résultant de la bipédie, mère du verbe, un être mi-ange, mi-démon, dialoguant en lui-même par l'opposition de ces deux entités pour chercher par l'analyse découlant de cet affrontement la meilleure solution pour survivre, en prenant au monde d'une façon démoniaque pour ensuite le lui redonner dans le sacrifice de l'amour pour continuer la vie et l'humanité avant de mourir.